Une production du SDIS de l'Aude en partenariat avec le SDIS du Vaucluse, l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers Paris-Houdinet et la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont à une prévention appliquée à l'opération, ce film de formation apporte des témoignages uniques sur les grands feux de l'histoire des années 70 à nos jours. Ils s'appelaient Martine, Pierre, Pascal, leurs noms gravés sur une stèle du souvenir. Nous sommes le 1er novembre 1970. Partout en France, comme tous les samedis soirs, les dancings accueillent sans limite une jeunesse heureuse et insouciante venue se déhancher au rythme des musiques à succès. C'est l'apogée du rock'n'roll et chanteur yéyé. Les orchestres jouent et se déchaînent jusqu'au bout de la nuit. Mais à Saint-Laurent-du-Pont, petit bourg d'Isère près de Grenoble, le réveil sera brutal. Tragédie dans l'Isère aux premières heures de cette journée de la Toussaint. Plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique. D'abord, on avait un premier message qui nous indiquait quand même qu'il y avait un gros pépin, mais quelque chose vraiment d'important, avec plusieurs victimes. Alors qu'il devait y avoir dans les 180 à 200 danseurs dans cet établissement, le feu a pris, tout de suite il s'est étendu, très rapidement, ça a été la panique, la bousculade et cette tragédie. On est arrivé, il y avait un brouillard à couper au couteau. On ne voyait pas les véhicules, on ne voyait rien. On a à peu près aperçu quelques casques qui brillaient parce que c'était les casques métalliques. Ils sont venus vers nous en nous disant il y a un sacré pépin. Hein. L'un de ces faits que l'on dit divers et qui, dans l'histoire des faits divers, restera sans doute comme étant la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont ce 1er novembre 1970. Et j'expliquais que c'est l'odeur qui nous a guidés. Une odeur... Les pompiers ont été très vite sur les lieux, ils n'ont pratiquement pu rien faire tellement le sinistre s'est vite étendu, n'est-ce pas? Donc, lorsque l'incendie s'est déclaré, les gens se sont précipités vers ces portes de secours qui étaient fermées. Ils se sont donc entassés dans ces coins et ils sont morts ici d'une manière atroce, je vous dis, on aurait dit des morceaux de bois calcinés les uns sur les autres. D'autres se sont précipités par le tourniquet, mais le tourniquet ne tourne que dans ce sens. Hélas. Donc, il n'y a pas de problème. Un ou deux ont pu passer sur le tourniquet, mais un ou deux seulement, et les autres se sont entassés. Ici, rien que dans cette entrée ici, je crois qu'on a sorti plus de 60 cadavres. Dans la partie supérieure, la partie métallique des cadavres, bien sûr, et puis on est venu vers donc, le tourniquet, et là on a vu sur la hauteur du tourniquet tous ces cadavres qui étaient empilés les uns sur les autres. Ils ont joué jusqu'au bout parce qu'ils n'ont rien entendu, rien vu, et je dis ça a été fulgurant, donc ça s'est propagé à une vitesse incroyable. D'ailleurs, il n'y avait plus rien, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de feu, plus de quelques fumées, bon, quelques corps qui se consumaient encore, mais... On arrive un peu à évacuer tout ça ou on le traîne? Vous avez traîné longtemps, je sais pas. Ah, je crois que... Vous traînez encore? Ouais. Là, vous revoyez des images, là? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Moi, je me vois encore en train de faire le tour des... D'ailleurs, non, ça ne peut pas passer. Bon, il ne faut pas non plus faire du... mais il faut un petit peu se saisir. Mais non, je peux pas oublier, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Quand on reprend ce qui avait été demandé par donc le service incendie, par la commission de sécurité dans le permis de construire, il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été réalisés. La mise en place d'un système de téléphone, tout simplement, l'éclairage de sécurité, l'isolement de la chaufferie,
La réalisation, donc l'emploi de matériaux n'était pas conforme à ce qui avait été annoncé. Et les lieux mêmes ne correspondent pas, on l'a retrouvé sur les plans, les lieux mêmes ne correspondent pas en fait à ce qui avait été déposé au permis de construire. Et il faut savoir quand même, et c'est vrai, que nous ignorions totalement la présence de cet établissement. Tout le monde n'ignorerait pas, mais les sapeurs-pompiers et la commission de sécurité... Alors c'était connu à travers le permis de construire, voilà, mais on ne savait pas si ça avait été réalisé. On ne savait pas si c'était réalisé et si c'était ouvert. Pour conclure, le marquage CE... À l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, une culture de la prévention incendie s'est installée. Ici, 2600 stagiaires viennent se former chaque année dans ce lieu à nul autre pareil. Une pédagogie d'excellence qui a su prendre en compte les leçons de l'histoire. Le major Didier Roland est référent historien en prévention incendie. Pour bien comprendre ces drames des années 70, il faut d'abord faire un retour sur l'histoire de la réglementation incendie telle qu'elle existe à cette époque-là, et bien comprendre la relation qui existe entre le drame et le texte. Donc le décret de 41, c'est un texte imparfait qui reprend une réglementation ancienne, essentiellement parisienne, qui fait la part belle aux établissements de spectacle, qui s'adapte mal aux établissements de province ou aux établissements dont la taille n'est pas celle des grands établissements. La classification est imparfaite puisqu'elle s'appuie sur 3 catégories en fonction du type d'exploitation et pas du tout en fonction de l'importance et donc du risque. Et surtout, ce décret de 1941 n'est pas commenté, pas expliqué. Et c'est probablement la grande nouveauté de l'arrêté de 54 qui lui succède, avec tout un tas de textes qui ont modifié le 41, c'est l'enseignement. Et là, on a tout d'un coup les 4 piliers d'une prévention efficace. C'était la réglementation, donc elle existe, le contrôle, il a été instauré, les moyens de prévision, les sapeurs-pompiers, les moyens de secours dans les établissements, et cet enseignement. Ce 4e pilier qui est la formation a été pris en compte par l'État. Alors, de 1946 à nos jours, ce Centre national de prévention et de protection contre l'incendie a évolué et est devenu l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, tout simplement pour garantir que le message est dispensé de manière uniforme à tous ceux qui feront de la prévention en France. Le règlement de 54, c'est le règlement, certes, qui poursuit cette volonté d'enseigner, de diffuser cette connaissance, mais c'est aussi un règlement beaucoup plus précis, qui s'appuie sur des études de structure, de résistance au feu des matériaux, et le préventionniste devient un spécialiste de la construction. Mais nous ne sommes pas seuls à faire de la prévention contre les risques d'incendie. Les architectes, les organismes agréés, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, etc., les fournisseurs de matériel. Voilà, il y a tout un pan du réseau qui travaille avec nous et sur lequel on s'appuie pour déterminer si l'établissement est dangereux ou pas. C'est ça la finalité. Est-ce que l'établissement est dangereux ? Est-il conforme ? C'est le premier volet de la question. Est-il dangereux ? C'est la deuxième question auquel doivent répondre les pompiers. En France, René Donne a été un pionnier. Ce dessinateur opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a développé une polyvalence des connaissances à travers ses croquis. Une autre manière de comprendre le feu et de l'enseigner. Alors, dans un premier temps, les pompiers de Paris m'engageaient sur les grands feux, sur tous les grands feux, pour faire des croquis qui étaient destinés ensuite à l'illustration de la revue Allo 18, qui est la revue interne des pompiers de Paris, et dans laquelle on décrivait un incendie important tous les mois. Mais au fil des années, les commandants des opérations de secours venaient vers moi et me disaient « Tiens, montre-moi ton croquis, parce qu'il y a telle ou telle partie du bâtiment qu'on n'arrive pas bien à comprendre. » Et c'est là que je me suis aperçu que mes croquis pouvaient avoir une utilisation opérationnelle, avoir un intérêt opérationnel sur l'instant. Le feu, c'était un problème de boîte qui était rempli par des fumées, par des gaz chauds, qui s'enflammaient, qui communiquaient à une deuxième boîte qui était à côté, et qui communiquait à une troisième par des moyens différents à chaque fois. Et j'avais vu tout de suite la problématique en 3D du développement du feu, alors que les pompiers jusque-là, et d'ailleurs ils faisaient tous leurs plans d'intervention et leurs rapports de cette façon, tous les plans étaient en 2D. Donc il faudrait montrer plutôt la verticalité que l'horizontalité.
Les premières réflexions que je m'étais faites, et qui en fait étaient assez basiques, la fumée monte, la chaleur monte, c'était pas compliqué, mais simplement, comme j'avais une formation de graphiste et d'illustrateur, de dessinateur artistique, je me suis dit, il faut montrer vraiment les bâtiments dans leur ensemble, dans leur volumétrie, et en montrant tous les vecteurs horizontaux et verticaux qui permettent au feu de se développer. J'arrivais sur le feu, un tour du feu rapide, une vision 3D à partir d'une échelle ou d'un toit environnant, et je commençais à donner mes premiers croquis 3D au véhicule PC. Alors après, ce qui est venu d'une boutade, c'est qu'un jour, un officier de pompier m'a dit « On comprend tellement bien les feux quand on voit tes dessins après, qu'on aimerait bien avoir les dessins avant. » Alors c'était une boutade, mais je me suis dit après tout, il y a peut-être une possibilité ou une technique de synthétisation des bâtiments pour qu'on puisse comprendre comment un bâtiment est fait en 3D, quel que soit l'endroit où un incendie puisse éclater dedans. Les couloirs en vert, les ascenseurs en bleu et les escaliers en rouge. Donc il y a tout un travail déjà de synthèse pour garder tous les éléments après que moi je vais exploiter et que je vais mettre en place pour que la communication sur la configuration du bâtiment soit simple et accessible à tous en fait. Avec l'arrivée de la dalle tactile dans les VL, on a pu utiliser le procédé au top de son utilisation, c'est-à-dire qu'on l'a sur un grand support. On va avoir des vues manipulables. Donc ça va marcher sur un écran tactile, ça veut dire qu'avec la main, on va pouvoir orienter le bâtiment en fonction du positionnement du sinistre. Et c'est un document ensuite qui va être imprimé et tout le monde aura exactement la même information. Donc des plans 3D qu'on a développés au final, c'est de montrer très simplement l'enveloppe d'un bâtiment. Donc j'ai l'enveloppe d'un bâtiment simplifié, on va dire je sais pas un immeuble de bureau. Ici on a un ascenseur, un escalier qui est là. Là on va avoir un autre escalier par exemple qui se trouve ici. On a un autre ascenseur escalier qui va se trouver à l'autre bout. On va représenter à partir de l'entrée du bâtiment les couloirs, les circulations qui permettent d'accéder aux différents escaliers et ascenseurs. Et dans les étages, eh bien, on va montrer un type de circulation courante. Par exemple, on va indiquer que là, on a un couloir qui tourne comme ça, qui revient comme ça, et qu'à chaque étage, on a ce type de distribution à tous les niveaux. J'ai modélisé des établissements comme le Louvre, l'Opéra, les Invalides, les grands magasins, tous ces gros bâtiments parisiens. On projette encore aujourd'hui une extension avec des tablettes type iPad, avec des tablettes graphiques, sur lesquelles on pourra avoir encore plus d'informations et faire son tour du feu avec la tablette et voir le bâtiment comme à travers les murs. L'incendie du collège d'enseignement secondaire dans le 19e arrondissement de Paris. On compte, à cette heure-ci, 19 morts et 4 disparus. 19h45, c'était hier soir. Le drame était déjà joué. Aujourd'hui, voici ce qu'il reste du CES de la rue Edmond-Pailleron dans le 19e arrondissement. De construction récente, 3 ans à peine, ce collège fait de poutrelles métalliques, de dalles de béton et de cloisons de bois avait été édifié en quelques mois sur une ancienne carrière. Comment expliquer cet effondrement total du bâtiment à la suite d'un incendie, aussi violent soit-il? Quelles sont les origines de l'incendie? Les victimes ont-elles péri brûlées ou asphyxiées ou écrasées? Autant de questions, autant de réponses auxquelles des experts tenteront de répondre. Alors Pailleron, on est vraiment dans le cas typique de bâtiments scolaires qui ont été construits à la hâte pour répondre à une demande. On est en plein baby-boom. L'enquête sur le drame du CES du 19e arrondissement pourrait bien mettre en cause les matières employées pour la construction de l'établissement. Il y a d'abord les témoignages unanimes sur l'extrême rapidité avec laquelle le feu s'est propagé. Il n'y a rien d'officiel, mais les enquêteurs auraient noté la mauvaise qualité des cloisons, faites de blocs d'agglomérés,
séparés, selon certains commentaires, par des plaques de matière plastique. Mais d'ores et déjà, 65, qui est la réglementation qui est en vigueur au moment des grands drames des années 70, répond à toutes les conditions de sécurité. Maintenant, son application reste complexe, puisqu'il existe une grande diversité d'applications et de traitement des dossiers. Il semble que la chaîne de déclaration et de suivi des permis de construire, de l'étude des dossiers sécurité, soit très inégale selon les endroits, et c'est ce que vont révéler la plupart des procès des grandes affaires qui ont défrayé la chronique. Alors plus que l'enseignement d'un règlement, de dispositions réglementaires, l'école a pour mission et a pour rôle d'enseigner une doctrine, c'est-à-dire une façon d'exploiter ce règlement au mieux pour atteindre l'objectif de mise en sécurité des publics. Eh bien, c'est la chaîne humaine face aux concepts techniques, aux process techniques, qui reste à perfectionner. Il faut maintenir cette vigilance et puis développer surtout cette culture de la protection de la sécurité des personnes. Ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est encore à perfectionner. La responsabilité, la prise en compte que le drame, c'est pas une abstraction. Et s'il n'y a pas de drame, c'est parce que la prévention marche, c'est pas parce que le drame n'existe pas. Pour les pompiers, elle passe par l'exploitation de l'expérience opérationnelle qui doit se transmettre, se transcrire via l'analyse de risque. On a conscience que la société change, que les bâtiments changent et qu'il faut absolument s'adapter et qu'on n'est plus dans les bâtiments traditionnels. Il faut identifier les bâtiments et surtout identifier la carte des risques qui correspond à chacun en affinant la classification. L'analyse du risque d'incendie et de panique doit conduire le pompier à apprécier si les non-conformités entraînent une hausse de la dangerosité de l'établissement. Nous sommes à la direction départementale des services d'incendie et de secours de l'Aude. Le colonel Henri Beneditini et le commandant Jean-Marie Dubois règlent les derniers détails avant la commission de sécurité départementale. Vous avez fait, je crois, une note de synthèse dessus? Ce jour-là, c'est un établissement de santé, le centre hospitalier de Carcassonne. On a fait une étude d'ingénierie de désenfumage. C'était pour éviter de mettre des portes de recoupement à la demande de l'exploitant. Un établissement comme ça, en fait, la visite n'est que la concrétisation d'un travail tout en amont, depuis l'étude sur plan, c'est-à-dire dès le départ, l'étude du projet avec l'architecte, jusqu'à l'étude ensuite le suivi de la réalisation au cours du chantier, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions constructives qu'on ne va pas pouvoir examiner lorsque l'établissement est terminé, mais qu'il faudra examiner au fur et à mesure de la construction du bâtiment. Donc c'est en fait un peu le point d'orgue, cette visite, de environ 6 ans, voire 7 ans de travail sur ce projet, puisque c'est un projet qui a débuté il y a déjà un grand nombre d'années. Et on avait négocié, compte tenu de la difficulté que pourrait avoir une échelle à se positionner, même si on est conforme sur l'accessibilité, à avoir de la colonne sèche pour nous faciliter. Elles ont été vérifiées déjà ou les colonnes sèches, elles ont été vérifiées. Maintenant, charge aux pompiers de Carcassonne de bien les connaître. Donc c'est quand même une réglementation qui demande à la fois des connaissances techniques, c'est donc une spécialisation parmi les officiers de sapeurs-pompiers, mais également donc d'une connaissance des dispositions relatives à l'opération, de façon à bien lier les demandes que fait le règlement de sécurité par rapport à la réalité des opérations. Donc dans ce genre de visite, comme toutes les visites d'ouverture, il est nécessaire que la commission de sécurité puisse avoir à sa disposition un document, un rapport, nous indiquant que l'ensemble des dispositions du règlement de sécurité sont respectées. Et pour ce projet, l'organisme agréé APAV avec lequel nous avons travaillé. Le jour de la commission de sécurité, c'est le test grandeur nature de tous les dispositifs sécurisant l'établissement. C'est aussi un grand moment pour l'architecte. On a la façade accessible sud. C'est toujours angoissant une commission de sécurité. C'est moi qui l'angoisse. Non mais avec M. Bois, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble sur ce projet, donc c'est pas l'inconnu, c'est l'aboutissement aujourd'hui, quelque chose qui devrait être une formalité. Voilà. Parce qu'on a travaillé beaucoup en amont sur ce dossier. Beaucoup de travail de fait, et puis bon, les essais ont quand même été assez satisfaisants dans l'ensemble, donc on est assez confiant. Ouais. Après on va voir, on a la semaine pour contrôler tout ça. Ouais. On a simulé une détection dans un couloir avec une tête de détection qui est partie. Ça entraîne le compartimentage avec la fermeture des portes coup-feu
plus les désenfumages de tous les couloirs. Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement exceptionnel compte tenu de l'importance de l'hôpital, mais c'est une démarche qui est faite au quotidien par les sapeurs-pompiers, partout en France, ou dès lors qu'on a des locaux à sommeil ou que généralement l'effectif d'un établissement qui reçoit du public dépasse 200 personnes, on a des conditions de sécurité. Le désenfumage, autre point très important d'un centre hospitalier. Compte tenu par contre que le sous-sol est quasiment exclusivement destiné à des locaux techniques avec des grandes circulations et qu'en cas de sinistre, les pompiers seraient vraiment en difficulté compte tenu des fumées qu'il pourrait y avoir dans ces couloirs, on a acté avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, que certains couloirs seraient néanmoins désenfumés. Donc l'idée c'était de dire, on souhaiterait ne pas avoir de porte de recoupement. En contrepartie, on met en œuvre un désenfumage spécifique. Alors la demande de l'exploitant, c'était de nous dire que dans la mesure où dans ce tunnel on allait avoir des automates qui transportent les chariots de linge, de médicaments, etc., il ne faudrait pas mettre de porte de recoupement. Vous savez que nous les pompiers, on aime bien avoir des portes dans tous les couloirs pour qu'en cas de sinistre, le feu se limite que sur 30 mètres. Les établissements de santé sont particulièrement exposés au risque incendie. En 1991, 21 personnes décèdent dans la tragédie des thermes de Barbotan. Jean-Dominique Mouchard témoigne. Au moment des faits, il était chargé des finances au sein de l'établissement. Des incendies dans les établissements de santé, il y en a tous les jours. Barbotan, c'est un accident de chantier. C'est-à-dire c'est un accident d'étanchéité qui se produit alors qu'on a fait déjà pratiquement 98% du chantier. Donc on passait une couche de goudron en fusion, un pare-vapeur, une couche d'étanchéité, une deuxième pare-vapeur, tout ça avec des couches de collage en goudron en fusion. Et donc ils avaient sur le toit, c'est un énorme toit, il faisait 14 000 m². C'était des grosses cuves de goudron en fusion. La cuve, le robinet était cassé, il n'y avait pas de bac de rétention. C'était pas nous, on avait signé un contrat de sous-traitant, mais le directeur d'exploitation, on n'avait pas veillé à la sécurité du chantier, quoi. Voilà, c'est ce qui a été reproché à mon collègue essentiellement. Quand vous arrivez, que vous voyez les gens commencer à sortir et puis que vous voyez les cintres suspendus avec les peignoirs et que vous en comptez qu'il y en a encore 400 à l'intérieur, vous dites « Oh !» Il n'y avait pas le feu, là au moment où j'étais, il n'y avait pas le feu, sauf que c'était la fumée partout, on commençait à avoir des problèmes respiratoires importants. Et donc à un moment donné, il faut prendre la décision aussi d'évacuer les gens qui sont là, et sans les envoyer sur le lieu du sinistre, parce qu'il faut essayer de guider les gens, mais bon, voilà. Donc ça, c'était quand même éprouvant. Puis après, il y a les victimes, enfin bon, voilà, on a ramassé 20 morts et plus une salariée, c'est bon, voilà, on n'est plus le même homme après, ça c'est évident. Et puis on ne vit plus non plus ses responsabilités de la même façon. Voilà, votre vie change, quoi, c'est plus la même chose. Donc il faut être prêt à bien réagir, avoir les bons comportements, signaler, et puis surtout s'assurer que voilà, ça ne devienne pas une banalité, que le petit incident qui paraît mineur soit bien remonté à la direction pour qu'elle en prenne en compte, qu'elle intègre dans sa prévention des risques, qu'elle puisse agir en conséquence. Enfin voilà, moi ce que je crains le plus dans la sécurité incendie, c'est la banalisation du problème. C'est-à-dire que ce soit un médecin à bac+12, une infirmière, une aide-soignante ou un ESH, peu importe, on s'en fout, mais il faut que la personne soit en capacité de prendre une décision et d'agir sans facteur aggravant. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, dans le directeur d'établissement que je suis, moi, c'est ma plus grosse hantise, quoi. C'est est-ce que j'aurai, le moment venu, la personne qui sera suffisamment solide dans sa formation pour au moins avoir le bon réflexe, quoi. Bruno Controssi est le référent technique national de l'APAV, organisme de conseil et de formation du personnel dans la maîtrise des risques. On ne va pas gérer un incendie ou un sinistre ou une évacuation dans une école de la même manière qu'on va le gérer dans un établissement de soins. On va aller jusqu'à l'organisation de la situation de crise pour que chacun sache qui fait quoi et comment dans l'établissement, qu'ils aient tous un rôle bien précis à jouer. Et ensuite, une fois que ces rôles seront déterminés, on va enseigner ces rôles-là au personnel et on va faire exercer ces personnels à la mise en œuvre de ces rôles. C'est de l'apprentissage par la répétition, c'est aussi de la mise en situation mentale et on leur apprend à s'exercer correctement pour pouvoir réagir au mieux le jour J et éviter les erreurs du passé. Après l'incendie meurtrier de l'hôtel Opéra à Paris, polémique autour de ce mode d'hébergement, une enquête a été ouverte. C'est bien la thèse de l'accident qui est privilégiée, mais l'origine reste incertaine et les experts, dans leur rapport il y a un mois, avaient noté certains dysfonctionnements. Donc ce jour-là, c'était un vendredi, hein, le 15 avril 2005, les secours sont appelés pour un feu dans un hôtel
Et dès leur arrivée, ils ont été confrontés à une situation complètement atypique et exceptionnelle, hein, avec des personnes qui s'étaient déjà défenestrées. L'incendie s'est déclaré dans la salle à manger, au premier étage, à 2h10 du matin. Il s'est propagé dans les étages en quelques minutes, par la cage d'escalier. Pris de panique, certains ont sauté par la fenêtre. Il y avait une très très grande panique. Les gens qui étaient renfermés dans leur chambre hurlaient pour que les sauveteurs puissent y accéder. Le problème que l'on a rencontré, c'est que cage d'escalier unique, non encloisonnée, feu naissant au premier étage, donc dans un R+6, la cage d'escalier était pour ainsi dire condamnée. Donc tous les premiers engins qui sont arrivés, les échelles, d'ailleurs les photos sont très spectaculaires hein, sur Paris Opéra, on voit toutes les échelles déployées et en fait les engins, tous sont mis en œuvre, les échelles accrochées, les échelles 3 plans, du sauvetage. 56 personnes ont été sauvées au moyen des échelles aériennes, des échelles accrochées donc à bras d'homme. Malgré tout, on a pu dénombrer 24 victimes, 21 instantanées et puis 3 autres après. Et on a eu 13 urgences absolues quand même sur ce feu. Combien de résidents y avait-il dans l'hôtel la nuit du drame? Selon la police, l'établissement pouvait accueillir 61 personnes. Mais selon la mairie de Paris, il y en avait 79 placés par la municipalité et le SAMU social. Alors c'est un établissement qui était conforme, qui était visité, mais à l'époque avec les réglementations des petits hôtels. C'est-à-dire que très peu, c'était un contrôleur de la préfecture de police qui passait, qui a été ouvert avant toute réglementation et qui a été au fil du temps modifié dans son usage, puisque c'était un hôtel qui accueillait essentiellement des familles sociales. L'hôtel Opéra avait subi 9 contrôles, dont le dernier le 24 mars dernier. Il était aux normes. Les contrôleurs, comme l'indique ce document, avaient toutefois demandé aux propriétaires des aménagements sur les câbles et les fils électriques. L'enquête de la brigade criminelle ne fait que commencer. Selon une première hypothèse, un appareil électrique défectueux pourrait être à l'origine du sinistre. Et j'ai vu 2 commandants du quai des Orfèvres, du 36, du fameux 36, débouler au bureau de prévention sans prévenir le général ni quoi que ce soit. Ils ont pris les dossiers complets d'archives, mis les scellés en ma présence, j'étais auditionné et ils ont embarqué le dossier, voilà, qui est toujours en pièce d'instruction, parce que ça fait bientôt 10 ans que ça dure. Donc ça fait partie des choses que le préventionniste, moi je n'avais jamais connues. La formation, une obligation incontournable. En matière de prévention des incendies, le hasard n'a pas sa place. Nous sommes dans le Vaucluse, à Carpentras. Le capitaine Jalabert, du SDIS 84, partage sa culture de préventionniste sur le terrain. Son but, initier les personnels opérationnels à la prévention appliquée à l'opération, la PAO. Prévention appliquée à l'opération, c'est vraiment le lien qui aurait dû être fait depuis dizaines, pourquoi pas une vingtaine d'années, pour faire en sorte que la prévention ait été faite pour l'opération. Et on l'a oublié, tout le monde l'a oublié en fait. Ce qu'on veut vous montrer d'emblée, quand vous arrivez avec le fourgon sur un ERP, établissement en soins du public de ce type, d'entrée, la hauteur du plancher bas du dernier niveau doit appeler chez vous un certain nombre de réactions, c'est-à-dire savoir qu'un bâtiment comme celui-ci est stable au feu pendant une durée permettant l'intervention de secours. Ici, nous nous présentons devant la façade principale du bâtiment qui, en plus, est au sens de la prévention incendie, la façade accessible, c'est-à-dire qu'elle va regrouper un certain nombre d'équipements, à savoir une voie engin permettant l'accès du FPT, de l'échelle, parce que la hauteur du bâtiment le nécessite. Vous y trouverez un dégagement normal au niveau d'accès des sapeurs-pompiers. Ici, c'est la porte principale, il y en a une deuxième plus loin. Et en levant la tête vers le haut, vous trouverez des baies accessibles. Alors, en fait, c'est une demande de nos personnels, et beaucoup de nos personnels, sapeurs, sous-officiers, nous disaient « mais pourquoi on ne vulgariserait pas cette prévention ?» Le commandant Jean-Marie Dubois, chef du service prévention de l'Aude, participe à ce partage d'expériences interdépartementales. Les 2 hommes se connaissent bien. Ils mutualisent depuis longtemps leurs méthodes d'enseignement. Le plan, n'hésitez pas, chef d'agré, chef de groupe, à l'arracher et à le garder avec vous. Ça permet de montrer à vos équipes d'investigation le cheminement à parcourir. Ça vous permet à vous, avec le stylo, de pouvoir noter dessus les premières actions et ça devient votre CITAC.
parce qu'un SDIS qui resterait seul dans son coin est un SDIS, on peut dire, perdu, je dirais, au niveau de son évolution. Mais c'est ce qu'on a fait, on a fait du benchmarking, c'est-à-dire aller voir à droite, à gauche un petit peu ce qui se passait. Et puis on a bien collaboré avec le SDIS de l'Aude, avec notamment le commandant Jean-Marie Dubois, qui avait fait déjà un énorme travail dans son SDIS au niveau de la prévention appliquée à l'opération. On avait travaillé aussi avec le SDIS de la Loire, qui avait une évolution un petit peu différente de la nôtre. Donc tout ça, pris à droite à gauche des bonnes idées pour appliquer chez nous quelque chose qui nous correspondait et tendre vers quelque chose où on voulait aller. La prévention est aujourd'hui de plus en plus proche de l'opération et en contrepartie, l'opération s'implique de plus en plus dans la prévention. Donc on a une continuité, c'est un des intérêts de justement notre participation à l'ensemble de la chaîne. On a donc une unité dans l'étude du dossier, l'étude de la construction, jusqu'à l'intervention des sapeurs-pompiers en cas d'événement incendie ou panique.